Bonsoir, salam alaikum Azoul Flaoun. Donc, dans le microscope de ce soir, nous allons revenir avec nos invités à la rencontre de M. Abdelmajid Tebboune avec la presse. Nous allons hier et avant-hier consacrer nos émissions, pareil, à ce même sujet et à cette même rencontre donc, de M. Tebboune avec la presse, avec 3 journalistes algériens. Mais aujourd'hui, nous allons y revenir justement, mais par rapport à ce que Abdelmajid Tebboune n'a pas dit. Voilà. Il y a beaucoup de sujets dont Abdelmajid Tebboune s'est tu avec ses invités, donc journalistes. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, à travers quelques questions à nos invités, de savoir pourquoi. Pourquoi cette omission justement de parler de ces sujets qui sont des sujets phares, à l'instar donc, des relations algéro-malienne, l'histoire ou l'affaire du Sahara occidental, les relations entre l'Algérie et la France, les relations entre l'Algérie et les Émirats. Par contre, sur les Émirats, Abdelmajid Tebboune s'est permis quand même une petite remarque, déclaration, qui a marqué d'ailleurs beaucoup d'esprits, et surtout sur les réseaux sociaux, énormément de commentaires par rapport à cette déclaration sur les Émirats. Nous allons parler aussi de Abdelmajid Tebboune et la Turquie. Je rappelle bien sûr qu'Abdelmajid Tebboune est en Turquie aujourd'hui, depuis hier. Donc nous allons revenir aussi à cette question. Et bien sûr, la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Abdelmajid Tebboune ne s'est pas exprimé donc, par rapport à cette question. Voilà, donc beaucoup de pourquoi aujourd'hui que je vais poser à mes invités sans tarder. Je vais vous les présenter ici sur le plateau. Issa Rahmoun, militant des droits de l'homme, avocat et vice-président de la FEDH. Issa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Hossein, merci de l'invitation. Bonsoir aux invités, à la régie et aux téléspectateurs. Merci à Teksaha. Marhaba bik, Issa Rahmoun. Avec nous aussi Kamel Mortfi depuis le Canada, militant politique. Kamel, bonsoir. Marhaba bik. Azoul. Azul, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe à la régie. Bonsoir à Maître Rahmoun qui est votre invité et bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent maintenant. Merci. Merci Kamel. Marhaba bikoum. Alors Issa Rahmoun, une rencontre d'Abdelmajid Tebboune avec la presse, 3 journalistes algériens. D'ailleurs, peut-être une remarque même par rapport à cette remarque, parce qu'il y a eu énormément de critiques quand même par rapport à cette rencontre, dont Abdelmajid Tebboune s'est exprimé à 42% en français et pas en langue arabe et pas en berbère. Bon, ça on a l'habitude. Mais pourquoi justement, pourquoi cette remarque? Pourquoi cette remarque a été soulevée par les Algériens? Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient qu'il s'exprime en français, ou en arabe ou en langue berbère. Oui, mais l'arabe, c'est la langue nationale. Oui, effectivement, mais quand on constate que ça fait plus de 4 ans que le régime, à travers les ministres de l'Intérieur, plutôt de l'Éducation, mais aussi à travers ses porte-paroles, n'arrêtait pas de se prononcer contre cette langue, qui est la langue française, en essayant même de la remplacer au niveau des établissements primaires, des collèges et secondaires, voire universitaires, par la langue même au niveau officiel, Issa Rahmoun. Au niveau officiel, il y a eu même des circulaires et des orientations faites par les walis, les directeurs centraux des ministères pour ne plus travailler avec la langue française. Après, s'agit-il d'un message qui est adressé à l'opinion internationale? Ça allait être ma question d'après, mais allez-y. Voilà, donc s'agit-il d'un message adressé à l'opinion internationale? J'anticipe. Oui. Et comme ça, on va gagner un peu de temps pour revenir. Oui, mais non, mais je vais quand même revenir là-dessus. Est-ce que c'est à l'international, parce que c'est vaste, ou alors à la France, à Paris? À l'international pour la diaspora algérienne, d'une part, mais aussi à l'establishment française, où il s'adresse avec la langue de l'ancien colonisateur. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a un changement dans la politique étrangère par rapport à la France? Est-ce que c'est une main tendue à Paris? Non, il y a plusieurs visites. La main tendue, elle est là. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu réception de plusieurs délégations françaises, notamment le MEDEF, 2 visites de Ségolène Royal,
Et même si c'est une association, mais ça reste que Ségolène Royal a pu rendre visite à 2 reprises à Christophe Glaise et elle s'est permise d'être la porte-parole des autorités algériennes. Quand on entend ces déclarations... Et des autorités françaises aussi. Parce qu'ici, en France, il est critiqué là-dessus. Tout à fait. Donc, on va dire que Ségolène Royal, c'est un vase communicant. C'est la courroie de transmission. C'est la diplomatie parallèle qui s'est installée entre Paris et Alger. Ce qui a toujours marché, d'ailleurs. Pardon ? Ce qui a toujours marché entre les deux pays, je pense, ou les 2 régimes, depuis Tout des à années. fait. Depuis des années, il y a plusieurs types de diplomatie, qu'elle soit une diplomatie de type sécuritaire, c'est une diplomatie, un travail de coordination sécuritaire, un travail de coordination diplomatique officielle, mais aussi à travers d'autres canaux. On cite notamment la mosquée de Paris. Jean-Pierre Raffarin, les Chevènements. Voilà. Il y a toujours eu des personnes comme ça. Tout à fait. Même dans le barreau de Paris, je vous informe, même dans le barreau de Paris, il y a l'association des avocats algériens en France, qui sert aussi d'un canal. Faire passer les messages. Tout à fait. Kamel Mortfi, donc une petite réaction par rapport à cette rencontre, justement. Beaucoup de critiques par rapport à cette critique. Est-ce vraiment une rencontre pour répondre aux questions, aux questionnements du peuple algérien? Est-ce des questions dictées, Kamel Mortfi? Juste pour corriger, Hussein, ماشي مقتفي. Moktfi, ok. Pardon. Pas de souci, juste il faut corriger. Mais la rencontre avec les médias, moi j'ai soulevé un point, je l'ai dit déjà dans la précédente émission sur le Maghrébien. J'ai dit que cette rencontre avec les journalistes, elle semble qu'elle était bien préparée par rapport aux précédentes, en dehors maintenant du contenu, là où on pouvait relever des mensonges, on pouvait relever. Mais il y avait un certain encadrement, il y avait une certaine cohérence dans la communication et tout ça. C'est pas pour lui jeter des fleurs, mais pour dire que c'est possible qu'il a opéré des changements à l'intérieur de son cercle de conseillers, et ça se voit qu'il y a comment s'appelle, il y a une amélioration. Donc, juste corriger le titre, je ne suis pas chercheur en sciences sociales, donc sociétales, ou il faut corriger juste le titre, le nom de donc, militant, militant, c'est tout. Donc, par rapport à la communication, et j'ai relevé sur le plan du contenu maintenant, le contenu, c'est que Tebboune, il s'est adressé plus à l'intérieur pour régler des conflits domestiques, donc des tensions intérieures sur le plan politique. Il a envoyé des messages à gauche, à droite pour les avertir, et c'est tout à fait normal parce que ça vient avec le démarrage des élections, donc la préparation des élections législatives, et tous les partis réclament le respect de la réglementation, des lois. Il y a des partis qu'on a dénoncés pour avoir acheté des voix, acheté des signatures, des parrainages, tout ça. Donc, il est revenu pour juste remettre les choses à l'ordre, et puis et interpeller, envoyer des messages clairs à ceux qui voudraient, soi-disant, le déranger dans sa campagne d'achat des millions de moutons. Donc voilà, il est en train de stabiliser le terrain en vue de l'organisation des élections législatives prochaines pour se donner une assise. Comme il avait déjà dit, les élections du 12 juillet, pour lui, constituent un tournant décisif dans la suite que va vivre le régime de Tebboune à l'intérieur du système. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'il veut un parlement solide qui va l'accompagner vers un 3e mandat? Est-ce qu'il veut un parlement solide qui va peut-être lui permettre de gagner une certaine crédibilité et préparer la suite des choses? On ne sait pas, et on ne peut pas lire dans sa tête, mais ce sont des lectures qu'on peut faire par rapport à ça. Mais vous avez posé le problème de l'utilisation de la langue française.
40%, tout ça, ça relève d'une contradiction. C'est une contradiction flagrante. Ils ne peuvent pas s'attaquer à la langue française. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, des défenseurs de la francophonie ou de la France en Algérie, mais lui-même, il a utilisé l'expression de Katib Yassine, la langue française est un butin de guerre. Quand on lui a posé la question, pourquoi est-ce que la langue française va disparaître en Algérie, il leur a répondu que la langue française est un butin de guerre. Oui, parce que la langue française, elle véhicule un pan important dans notre histoire. Toute la guerre de libération, l'élite qui a encadré la guerre de libération, elle n'a pas écrit en arabe, elle a écrit en langue française. La déclaration du 1er novembre a été écrite en langue française. Quand ils l'ont traduite en langue arabe, ils ont commis des dérapages linguistiques, des dérapages d'ordre idéologique, des dérapages d'interprétation. Donc, tout ce qui a été fait en langue française, nous devons le préserver en langue française et pour le transmettre aux générations à venir, les générations à venir doivent travailler en langue française. Et ce n'est pas juste le seul argument. Merci. On dit que nous avons 7 millions d'Algériens en France. Ces 7 millions d'Algériens en France, on doit continuer à communiquer avec eux. Et les Français ne vont pas changer de langue, ils ne vont pas y aller parler le créole, ils vont parler toujours la langue française. Et aux Algériens de maîtriser la langue française pour permettre une bonne communication fluide, que ce soit pour des intérêts économiques, que ce soit pour des intérêts culturels et ce qui s'ensuit. Donc, ceux qui critiquent le président d'avoir communiqué en langue française, ce sont les baptistes, ce sont ceux qui veulent justement garder l'Algérie dans l'obscurantisme. Donc c'est l'obscurantisme qui s'est exprimé et il faut le combattre, il ne faut pas se laisser faire. Il faut maîtriser toutes les langues, y compris l'hébreu. C'est comme ça qu'on va communiquer avec le monde, avec le reste du monde. Merci. Merci Kamel, même si cette critique ne venait pas que des islamistes, hein, donc c'est une critique qui venait de tout le monde. Hein. D'ailleurs, l'article a été rédigé par Maghreb émergents, qui ne sont pas du tout islamistes. Juste pour un petit rappel, Kamel. Aïssa, du coup, on va commencer par la France. Donc voilà, pourquoi Tebboune n'a pas vraiment évoqué la France dans cette rencontre par rapport donc aux précédentes et les relations franco-algériennes. Il a quand même fait allusion à cette relation. Nous allons regarder cette vidéo. نضج سياسي اللي تخلي حتى القانون اللي خرج من مجلس الشعبي الوطني تاع تجريم الاستعمار هذا نضج سياسي لأن الدستور يعطيهم الحق باش يتقدموا بقوانين. Ils l'ont fait. Ça a été rectifié par le مجلس الأمة حتى يخليها تتماشى مع التصريحات تاع الدولة الجزائرية من خلال رئيس الجمهورية. ولا واحد ظن باللي راه الدولة حق ولا هذا. Aïssa, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Abdelmajid, on va essayer de la regarder. On va essayer. المؤسسات تاعنا اليوم صبح عندها نضج سياسي اللي تخلي حتى القانون اللي خرج من مجلس الشعبي الوطني تاع تجريم الاستعمار هذا نضج سياسي لأن الدستور يعطيهم الحق باش يتقدموا بقوانين. Ils l'ont fait. Ça a été rectifié par le مجلس الأمة حتى يخليها تتماشى مع التصريحات تاع الدولة الجزائرية من خلال رئيس الجمهورية. ولا واحد ظن باللي راه الدولة حق ولا هذا. Alors, Aïssa Rahman, donc là vous avez très bien écouté donc, ce que disait Abdelmajid Tebboune par rapport à la loi de criminalisation donc, de la colonisation française. Mais par contre, avant, on connaissait tout ça, Abdelmajid Tebboune, comment il parlait de la France. Oui, par contre, moi je voudrais revenir au titre de l'émission, les silences éloquents, et j'ajouterais des silences choquants. Des silences choquants sur les différents sujets qu'ils n'avaient pas abordés, notamment la relation avec la France. Oui. Et, pourquoi, à votre avis? Parce que là, ils sont en pleine négociation, il faut le dire. Hein, ils sont en pleine négociation.
Je pense que l'administration de Macron ne veut pas quitter la présidence en laissant ce conflit derrière lui. D'une part, est-ce que Macron veut couper l'herbe sous les pieds de Retailleau et de l'extrême droite? C'est une question qu'on va sûrement savoir dans une année, peut-être moins que ça. Et d'une autre part, il y a ces intérêts qui lient la France et l'Algérie. La fermeture du détroit d'Ormuz qui a causé une crise énergétique en Europe et partout dans le monde. Oui. Les chiffres, ils sont là, les augmentations et l'inflation. Aujourd'hui, celui qui vit en Europe sent très bien le poids de la fermeture de ce canal. Ça, d'une part. Les intérêts économiques et stratégiques de la France aussi sont sur la table. Donc la France doit négocier avec l'Algérie, mais l'Algérie aussi doit négocier avec la France. On a vu ce qui s'est passé avec les enfants des dignitaires du régime, l'empêchement de rentrer dans le territoire français où de grands investissements, de grands moyens ont été mis et placés par les familles des responsables algériens, d'autre part. Et le fait, je reviens justement à la question de l'utilisation du français, si tu permets, à Hussein. On a vu dans la diaspora algérienne, à travers un ancien député à l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle en France, qui est d'origine algérienne, organiser la diaspora sous la houlette d'un grand conseil de l'immigration de la diaspora et au niveau international. Oui. Si l'Algérie avait cette option de faire revenir des investisseurs algériens qui sont installés un peu partout dans le monde, je me demande quelle est la langue de travail pour ces investisseurs. Que ce soit dans les technologies nouvelles, que ce soit dans les start-up, que ce soit dans les petites et moyennes industries et entreprises, que ce soit dans la production. Non mais réellement, quand on voit les discussions qui se passent dans ce conseil, moi j'ai vu que toutes les discussions, que tous les intervenants intervenaient en français. Oui. Et du coup, comment ils vont permettre à ces jeunes ou à ces investisseurs de rentrer au pays et de bénéficier des largesses de l'administration, tout en connaissant le laxisme qui existe, le laxisme chronique qui existe dans nos administrations. Je voulais revenir à ce point. Maintenant, par rapport à les relations algéro-françaises, souvenez-vous qu'au mois d'octobre 2025, le ministre Nunez avait déclaré, avait annoncé sa disponibilité de se rendre en Algérie, mais conditionné par 3 points. Oui. L'aspect sécuritaire, oui. La question migratoire, donc des Algériens irréguliers dans le sol français, et les questions commerciales et économiques à la fois. Les échanges, oui. Les échanges économiques. Est-ce que la visite de Nunez avait permis de casser ce gel? Alors ce matin, désolé, mais Nunez ce matin justement sur un plateau de télévision française, il a dit que la relation est repartie et que l'Algérie commence à signer des laissez-passer consulaires. Il parle de 140 laissez-passer consulaires depuis la dernière visite. Donc c'est une avancée énorme pour lui. Hein. Et Nunez vient de répondre à ta question, cher Hussein. Oui. Donc voilà, les relations ont repris. Cet entêtement, cet esprit belliqueux qui existait dans le discours des responsables algériens, on a vu qu'il y a une baisse de temps, effectivement. C'est-à-dire que les relations ont repris de plus belle. Et voilà, donc on va attendre quelques temps pour voir si les relations ont vraiment repris ou pas. Dans ce cas, pourquoi Tebboune ne profite pas justement pour nous vendre cette réalisation magnifique, donc de reprendre les relations, etc., que tout va bien avec la France? Je dirais que c'est une reprise en cristal, en vase de cristal qui est très fragile, parce qu'il faut attendre des actes concrets, que ce soit sur la libération de Christophe Glaise, la reprise effectivement des ressortissants, des Algériens irréguliers sur le sol français. Donc c'est une question d'exercice, de pratique. On va voir l'évolution de la situation après, où ça va nous mener.
Et même par rapport à cette loi, justement, criminalisant le terrorisme, j'ai vu sur les réseaux sociaux un juriste algérien qui dit que ça n'a pas été encore publié sur le journal officiel par rapport aux autres lois. Ça n'a pas été publié. Est-ce qu'il y a une... Et le chef de l'État, il vient de répondre par rapport à cette loi. Il avait dit que la proposition émanant d'un groupe de députés algériens qui était dans le chauvinisme, hein, qui était dans l'esprit souverainiste, avait eu une réponse de la haute chambre, de la chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui avait amendé, corrigé ce texte. En corrigeant ce texte, le Parlement, à travers le Sénat, a rallié la position diplomatique de l'Algérie, sachant que les positions diplomatiques d'un pays relèvent exclusivement du président de la République. C'est-à-dire que les amendements apportés par la Chambre haute du Parlement coïncident avec les positions du chef de l'État. Kamel Moktefi, c'est pas Mortefi. Kamel Moktefi, alors par rapport donc à cette relation France-Algérie, nous avons écouté Abdelmajid Tebboune, donc une déclaration furtive par rapport à cette relation, et pourtant, il y a énormément de choses à dire. Oui, il faut juste retenir que dans une négociation diplomatique, quand on communique en parallèle des négociations qui se tiennent, ça veut dire qu'il y a des messages qu'on voudrait envoyer, donc pour influencer le cours des négociations dans une direction ou dans une autre, ou carrément court-circuiter certains canaux de communication. Mais quand lors des négociations en cours et on ne communique pas, c'est un signe d'absence de points discordants. Ça veut dire qu'on s'entend sur tous les points, donc tout va bien. Donc ça veut dire qu'actuellement, on peut dire qu'entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de points discordants. Il reste le cas de Christopher Glaise, il va être réglé dans quelques jours. Donc c'est pour ça que Tebboune n'a pas communiqué, parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a aucun message à envoyer, il n'y a aucun avertissement, donc tout va bien. Donc le cours des négociations vont bon train. C'est ça le message qu'il faut comprendre. Maintenant, pourquoi il ne va pas vendre ça, c'est-à-dire communiquer de manière interne, envoyer des messages à la consommation intérieure, parce que l'aboutissement des négociations eux-mêmes, les négociations, et le fait qu'il n'y a pas de point discordant dans ces négociations est un point faible pour le régime sur le plan intérieur. Parce que vous avez vu le régime Tebboune, comment il se comportait comme un coq. Il y avait un combat de coq entre l'Élysée et Tebboune. Donc, mais ce combat de coq, s'il cesse, ça veut dire que c'est le pouvoir algérien qui se couche derrière, devant l'Élysée. C'est comme ça que ça va être perçu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire au peuple algérien? Qu'il n'y a pas de problème avec la France? S'il communique autrement, s'il s'exprime autrement, s'il attaque, il va nuire aux négociations. Donc, lui-même, il ne sait pas quoi faire, et le silence, comme vous l'avez bien mentionné, le silence éloquent, c'est dans l'éloquence du silence réside la réponse à votre question. Donc, sur le plan interne, le pouvoir algérien, il est en difficulté. Il aimerait bien rentrer, donc attaquer le pouvoir français pour faire plaisir au peuple algérien. Mais il ne le fait pas, parce que sinon, les intérêts engagés dans cette négociation vont tomber à l'eau, et ça va nuire, parce que le pouvoir a beaucoup à gagner. Le régime de Tebboune a beaucoup à gagner en stabilisant ces relations, surtout à l'approche des élections législatives, parce qu'il a besoin d'être rassuré par rapport à la suite de ces élections-là, et donc aux objectifs de ces élections. Il n'a pas besoin d'être attaqué par la France ni par aucune autre source. Voilà. Merci Kamel. Aïssa, nous allons écouter un autre extrait.
Je ne vous apprends rien, madame. La Palestine, quand on était au Conseil de sécurité, on était une voix très respectée par les États-Unis. Il nous est arrivé de discuter pendant 10-15 jours la virgule et le mot pour les résolutions. Il y a un respect profond. Ça n'a pas changé. Pas changé. Pour le Sahara occidental, il y a une résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU est en train de faire son chemin. Et sans accroc, binna ou binhom, là, ils le savent. Ils savent quelles sont nos idées. Ils savent que, je l'ai dit, je le redis, et je le redis devant vous, parce que ça va être diffusé. Le problème palestinien ne se réglera que lorsqu'il y aura un État palestinien dans ses frontières de 1967, même si c'est utopique, même si ça fait rire quelques sionistes, c'est ça la solution. ومن بعد الشرق الأوسط والعالم يولي بحر تاع زيت. Alors, sur la question de Palestine, bon, on voit quand même que Boun, c'est toujours le même par rapport à la Palestine. Par contre, sur le Sahara occidental, beaucoup n'ont pas compris la déclaration. C'est que, bon, il y a eu une résolution qui a fait son chemin, mais ce n'était pas les déclarations habituelles de l'Algérie. Oui, il y a une résolution qui fait son chemin. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut respecter la légalité internationale. Oui, mais pourquoi par rapport à la Palestine, elle a dit que voilà notre position. Donc, elle a quand même rappelé la même proposition. Mais sur le Sahara occidental, elle a dit qu'il y a eu une résolution. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, dans le Conseil de sécurité, avait adopté la proposition des États-Unis d'Amérique. Oui. Et quand on parle de points et de virgules et de textes qui ont pris 15 jours ou bien beaucoup plus pour qu'ils soient validés par l'État algérien à travers le représentant permanent au Conseil de sécurité, le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité, mais rien n'empêche que l'Algérie a signé, a voté pour la proposition des États-Unis d'Amérique. Et là, il envoie directement un message, et il y a deux messages à la fois. Hein. Un message en direction des États-Unis d'Amérique, en étant amis, en étant frères, très consultés, très respectés, etc. Et à côté, il y a la résolution sur le Sahara occidental, où on fait déclarer le respect de la légalité internationale. Maintenant, pourquoi j'ai évoqué le silence choquant ? Parce que cette rencontre avec les journalistes s'adresse beaucoup plus aux États occidentaux. On oublie qu'en Algérie, plusieurs manifestations ont été interdites de solidarité pour la Palestine, ont été interdites en Algérie. On oublie que les initiateurs de ces marches de solidarité pour le peuple palestinien et les Gazaouis ont été présentés devant les procureurs de la République. Le silence choquant, c'est par rapport aussi au droit du citoyen de savoir quelle est la position diplomatique de l'Algérie. Ce qui concerne non seulement la Palestine, le Sahara occidental, mais aussi ce qui se passe au Moyen-Orient, les agressions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et le Liban, le sud de Liban, qui commence à s'étendre, et on voit qu'Israël a des velléités expansionnistes. Au Liban, quelle est la position de l'Algérie? Le citoyen, il a le droit de savoir. Un silence choquant sur les détenus d'opinion, un silence choquant sur la dissolution et les tentatives de dissolution des syndicats autonomes, des SOS disparus, mais aussi de toute la société civile en Algérie. Et force est de constater que cette dernière sortie du chef de l'État avec les journalistes était effectivement un silence éloquent. Et il s'agit de non-position. En attendant Godot. Kamel Boktfi. Alors, par rapport au Sahara occidental, Kamel, d'habitude, le président Tebboune disait que voilà, là où le Sahara occidental, il faut penser au peuple sahraoui, comment on appelle ça, le référendum, etc. À chaque fois, en tout cas, il y avait des positions algériennes. Mais pas cette fois-ci.
Au Sahara occidental, l'Algérie a la préposition, comme le disait Maître Rahmoun, la résolution de l'ONU a été votée par l'Algérie, acceptée sur proposition des États-Unis, donc elle est derrière. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui s'est passé à Madrid? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le texte, on aurait aimé savoir qu'est-ce qui s'est dit à Madrid sur cette question-là? Est-ce que on reste toujours dans le cadre de la résolution, ou bien il y a des modifications, ou bien parce que d'après les sources, d'après les informations qui ont fuité, la rencontre de Madrid a eu lieu sur la base du document marocain. Donc maintenant, si l'Algérie soutient le document marocain, il faut qu'ils le disent au peuple algérien. C'est-à-dire que on peut pas, nous, en tant que peuple, on ne peut rien changer. Mais c'est le pouvoir. Le jour où la démocratie va régner en Algérie, peut-être qu'on aura des débats transparents au sein du Parlement, et puis les ministres, les diplomates vont communiquer de manière transparente pour le peuple algérien et clarifier la position algérienne envers l'opinion internationale. Maintenant, c'est le flou total. Le Sahara occidental, il est entre les mains maintenant de la décision, entre les mains des Américains. C'est eux qui dictent la feuille de route. Ce n'est ni l'Algérie, et maintenant il peut nous endormir avec, il y a des virgules, on se chamaille sur des virgules et tout ça. Non, arrêtons sérieusement là, arrêtons sérieusement. On a vu l'Algérie, la position de l'Algérie sur la violation des droits internationaux commis par les deux forces israéliennes et américaines contre l'Iran. Et l'Algérie, la position de l'Algérien s'est contentée uniquement de défendre les pays arabes qui ont été arrosés par des missiles iraniens. Donc, mais le droit international, qui reste le seul repère pour la stabilité mondiale, aucun mot n'a été soufflé là-dessus. L'Algérie qui avait il y avait une position dogmatique de soutenir les frontières des peuples, les frontières des pays, l'inviolabilité des frontières, la paix dans le monde et tout ça. Et il a carrément régressé parce que c'est l'oncle Sam qui est. Ce n'est même pas l'Israël, ils n'ont même pas peur d'Israël, mais c'est l'oncle Sam, c'est les États-Unis. Donc, est-ce qu'on a la force de nous opposer aujourd'hui aux Américains? C'est la question qui se pose. Mais où sont passés, Kamel Bourgtfi, tous ces partis politiques, toute cette opposition, Hamas, etc., dans ces déclarations? D'habitude, ils réagissaient. Mais on entend les partis de l'opposition qui sont réduits à 3 ou 2, carrément. Louis Ahnoun qui a quitté le navire de l'opposition, qui nous dit que l'Algérie, finalement, il est meilleur que la Suisse et la France. Il nous reste le RCD, les autres partis, comment ça s'appelle, je ne me souviens pas qui a pris d'autres positions par rapport à ça, mais il n'y a pas d'opposition. Tout le monde se couche derrière, devant les instructions du pouvoir. Surtout maintenant, à la veille des élections, il va leur imposer des sujets à ne pas discuter, des sujets à ne pas traiter durant la campagne. Le pouvoir, il envoie des messages, ne parlez pas, et puis il ne parle pas. Vous voulez parler de qui? De Hamas? Il est dans la mangeoire. Vous parlez du RND, du FLN, des partis de la clientèle du pouvoir. Louis Ahnoun, par exemple, Kamel, Louis Ahnoun est connu pour ses positions par rapport à l'autodétermination des peuples, par exemple. Oui, mais Louise Ahnoun, elle partage les secrets dans les coulisses de la présidence. Elle a changé, elle a franchi la frontière, la clôture. Elle a sauté la clôture, elle est de l'autre bord maintenant. Elle ne peut pas Louise Ahnoun et le PT ne peuvent plus nous tuer pour nous dire que nous sommes dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition parce qu'ils ne pourront pas prendre le pouvoir. Si demain, le pouvoir les appelle pour intégrer le gouvernement, pour prendre des postes, et ils vont y aller parce qu'ils n'attendent que ça, parce qu'ils n'ont aucune base sociale d'abord, et ils ont quelques militants, et ils n'existent pas réellement. C'est un parti qui existe d'une conférence de presse à une autre sur la scène, et ils ont quelques militants qui se sont engagés dans les syndicats et tout ça, mais c'est peu comme base sociale. C'est pour ça que
elle ne peut pas compter sur la politique de la rue. C'est pour ça qu'elle elle a franchi la clôture pour y aller vers Tebboune, Ouais. comme elle l'a fait avec Bouteflika. Remarquez, retournez juste à l'histoire, avant 2019. Elle était aux côtés de Bouteflika, avec toutes les politiques ravageuses sur les travailleurs, sur les retraités, sur trucs, mais malgré ça, elle a continué à soutenir le système, le régime de Bouteflika et maintenant le régime de Tebboune, malgré que elle sait que l'avenir des travailleurs algériens, l'avenir des retraités, elle est mise en danger avec cette politique économique sans vision. Cette politique Merci. économique qui n'est basée que sur l'extraction, sur rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas d'opposition. Merci, Kemal. Vous allez vous faire des ennemis, Kemal. Hein? Nous allons, On est habitué. On est habitué. nous allons regarder un autre extrait. تاع المالي السيد غويتا أنا نشهدوا بلي عمره ما شتم الجزائر، عمره ما كانش، ولكن اللي معاه شتموا الدبلوماسيين تاعنا، شتموا الجزائر، ما منين يهضر على لي سبونسور راهي معني على الجزائر، وهذو اللي داو المالي للهاوية. تجيب مرتزقة باش تقتل ولاد بلادك، inacceptable. Alors, sur le Mali, certains, justement, ont jugé cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune comme légère par rapport donc aux 1400 km qui nous séparent avec le Mali, tous ces problèmes, les risques qu'il y a. Le peuple algérien, peut-être, a besoin de savoir plus de choses, d'informations par rapport à ce conflit. Et surtout la position de l'Algérie. Tout à fait, mais avant de répondre à ta question, Houssine, je voudrais rebondir sur ce qu'a déclaré mon ami Kamal Moktifi. Oui. Effectivement, aujourd'hui, la classe politique et la société civile en Algérie ne peuvent pas être autonomes. Elle ne peut pas être indépendante. Et l'opposition et les partis politiques qui sont réputés pour être très proches du pouvoir et la société civile. Et même le monde de la presse et les journalistes. Absolument. On l'a vu dans la réception dédiée à l'occasion du 3 mai, où aujourd'hui il s'agit d'un metteur en scène ou de quelqu'un qui donne la musique de l'orchestre, et tout le monde va dans le discours et défend les positions des autorités publiques en Algérie. Donc l'autonomisation des partis politiques ou leur indépendance et de la société civile ne peut pas se faire dans une ambiance politique où la pluralité et la démocratie et le respect des droits de l'état de droit ne sont pas garantis. Quant à la question malienne, il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas que les nordistes, il y a aussi les sudistes. L'Algérie, ce n'est pas Alger, ce n'est pas Annaba, ce n'est pas Constantine, ce n'est pas la Kabylie, et point barre. Nous avons des concitoyens qui vivent dans des zones frontalières, notamment la zone du Mali, plus de 1400 km, qui nous, je ne voudrais pas dire qui nous sépare, mais qui nous lie avec le Mali. Il y a danger sur nos frontières, sur l'intégrité territoriale du pays. Par contre, là où je suis d'accord avec le chef de l'État, ramener des proxys, des miliciens russes contre sa population doit être une position de principe. Et c'est peu. Et c'est peu. Les Algériens sont en mesure de... Oui, mais c'est qui a ramené ça? C'est les militaires maliens. Alors comment Abdelmajid Tebboune, il dit que Goïta, il est bien, c'est un ami, il n'a jamais dit de mal de l'Algérie? C'est pour ça que c'est très léger. C'est pour ça que c'est très léger en termes de position politique. Tantôt, il n'a pas critiqué. Là, ça reste des déclarations de café mort. عندنا الدبلوماسيه تاع الشلارم هذاك نكرهو هذاك نحبو هذاك قال جو بيان على الجزائر وهذاك ما قالش جو بيان. C'est pas ça la diplomatie. Aujourd'hui, il y avait eu la signature en 2015 des accords à Alger. Oui. Et du côté malien comme du côté algérien, les deux États s'accordent à se dire que c'est l'application de ces accords qui freine aujourd'hui un processus de paix, de réconciliation. Oui, mais qui doit le réimposer justement cet accord?
On ne peut pas imposer un État. Oui. Par contre, on doit mener... On ne parle pas d'État, c'est ça le problème. C'est que beaucoup aujourd'hui dans le monde parlent de junte militaire au Mali. Mais Alger parle d'État, justement. Mais c'est un État, qu'on le veuille ou non. Junte militaire, et nous, ce n'est pas la junte militaire qui est au pouvoir. Mais il faut dire les choses. C'est une junte militaire qui est au pouvoir, elle est arrivée par un coup d'État. Donc, il s'agit d'un pouvoir politique par la force des choses. Par la force des choses, de fait. Et à partir de là, quelle est la diplomatie algérienne, quelles sont les méthodes ou la stratégie diplomatique algérienne que doit avoir notre pays? C'est la question qui se pose, parce que les citoyens sont en mesure de se demander quel est l'avenir du Sud, quels sont les risques qui pèsent sur l'État algérien, sur son intégrité territoriale et sur son voisinage. Kamal Mouktefi, par rapport donc au Mali, à cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune, suffisante, pas suffisante, des silences? Le pouvoir d'Alger, il est à la recherche de solutions pour rebondir et occuper sa place qui lui revient de droit sur le continent africain. Il avait raté des occasions parce que, dû à sa faiblesse sur le plan interne et sur le plan externe, quand on est en conflit avec la France ne va pas vous arranger le droit de garder votre place en Afrique. C'est-à-dire que tous les partenaires maintenant maliens, de la zone malienne et tout ça, le Burkina Faso, quand on cite la Chine, la Turquie, les États-Unis, et puis la Russie avec Wagner et tout ça, est devenu le Maroc à côté qui fait aussi intervenir ces réseaux. Vous avez les Émiratis qui viennent investir et tout ça. C'est devenu un terrain de lutte pour imposer son influence. Chaque pays, chaque alliance. L'Algérie, si on regarde la relation de l'Algérie avec tous ces pays-là que je viens de citer, elle a des relations diplomatiques qui ne sont pas au beau fixe, qui ne sont pas de bonnes relations. Donc, ça s'est fragilisé avec le temps. Donc, comment voulez-vous que l'Algérie revienne en force en Afrique et rassurer ses propres partenaires anciens, le Tchad, le Mali, le Niger et tout ça? Parce que c'est pas un pays rassurant. Maintenant, l'Algérie, elle est résumée à assurer la sécurité de ses frontières. Point. Tout ce qui va se passer au-delà des frontières, elle n'est pas en mesure de jouer un grand rôle. Peut-être qu'il peut jouer un petit rôle. Mais pour revenir sur la scène africaine, sahélienne et jouer un grand rôle, il faut d'abord qu'elle renforce le front interne. Le front interne qu'elle voulait renforcer, il est en contradiction avec la définition du front interne que lui donne l'opposition algérienne. Le front interne, ça veut dire que construire un État fort sur la volonté populaire, développer une économie forte, accompagner l'armée algérienne dans son développement technologique, son actualisation, sa modernisation, et l'extraire de la vie politique pour la libérer à s'occuper juste de ses fonctions donc, qui lui reviennent de droit, donc constitutionnel. Et c'est de cette façon-là que l'Algérie va revenir sur la scène sahélienne et africaine. Et à ce moment-là, elle aura l'occasion d'envoyer un message fort à l'Afrique et à tous ceux qui veulent créer des perturbations dans cette zone-là. Mais pour le moment, elle se contente d'une déclaration fragile, faible, comme celle qu'on avait entendue de la bouche du chef de l'État. Merci Kamal. Dernier sujet, donc, c'est la Turquie. Abdelmajid Tebboune est en Turquie chez Erdogan. Regardons cette vidéo. La Turquie, qui jadis était une dictature militaire, aujourd'hui ça va quand même, on parle même d'un régime hybride, semi-démocratique, etc. Est-ce que Tebboune va prendre la belle leçon de la Turquie? Je ne pense pas que ce soit un régime hybride, moi je dirais que c'est un régime autoritaire. Ah bah voilà. On a vu plusieurs opposants, plusieurs avocats en Turquie, que ce soit à Ankara ou à Istanbul, qui étaient dans des mouvements sociaux, qui étaient dans des mouvements des droits humains. Emprisonnés, arrêtés. Bien sûr, qui défendaient aussi les minorités, notamment kurdes. Ouais. Et on se rappelle de l'épisode du Rojava et comment que les autorités turques
ont pu faciliter des massacres des troupes syriennes dans cette région du nord de la Syrie. Et souvenez-vous du maire d'Istanbul qui était... Les 20%. Oui, tout à fait. Il se retrouve actuellement en prison pour des motifs fallacieux. Hein. Oui. Ça nous rappelle les mêmes procédés exercés en Algérie. Et je rappelle à l'Erderi au passage. Oui, je rappelle que RSF a classé justement la Turquie au rang 162, 163 justement. Je ne suis pas très sûr cette semaine. Du classement. Donc en liberté d'expression. Je ne suis pas très sûr, mais au demeurant, la Turquie est un État autoritaire. Et aussi, c'est un État interventionniste. Quand on voit aussi que l'État turc subventionne matériellement, logistiquement, des proxys, je ne vois pas où est un État hybride ou semi-démocratique. Il nous annonce une visite à hauteur de 10 milliards d'investissements turcs en Algérie, de dollars. On parle beaucoup de corruption aussi avec la Turquie, sur les réseaux sociaux, les Algériens, depuis quelques années. Oui, c'est très répandu que des informations ou ce que nous appelons communément tséribet. Oui, voilà, les fuites. Les fuites nous arrivent donnant et des proches du cercle présidentiel, mais aussi des oligarques turcs qui arrivent à avoir des marchés, beaucoup de marchés en Algérie, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'hydraulique, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans le textile. Ouais. Après, on n'est pas dans un État où le journaliste peut faire de l'investigation. On n'est pas dans un État... En Algérie ou en Turquie? Les deux pays. Les deux pays. On n'est pas dans des États. On va conjuguer au pluriel, on va les définir au pluriel. Alors pourquoi on parle d'une puissance turque aujourd'hui? Quand même les Occidentaux le disent. C'est une puissance économique émergente. Sur l'économie, militaire, etc. Certes, effectivement, c'est un pays qui est en croissance économique. Et justement, là, quand il y a croissance économique dans un État, on cherche d'autres marchés, des marchés internationaux. Et l'Algérie se propose comme aussi ce comptoir de marchés extérieurs. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent sur la corruption, que ce soit en Algérie ou en Turquie, pour faire un travail d'investigation, de recherche, d'analyse, de documentation? Non. Aujourd'hui, tout est fermé en tout cas. Quand tout est fermé, que ce soit du côté turc, que ce soit du côté algérien, on ne peut pas accéder à l'information. Je vous rappelle que les plus grands scandales financiers que l'Algérie de Bouteflika avait vécu, c'était les Italiens, les Espagnols qui nous ont alertés de ces scandales. L'affaire de la cocaïne, ce n'était pas le travail des services secrets algériens, ni de la police judiciaire, c'était les services espagnols qui nous ont alertés. L'affaire liée à Chekib Khalil et son fils, c'était le parquet italien qui avait rendu l'information, qui avait rendu publique cette affaire. Kamel Mourtfi, donc par rapport à la Turquie, Kamel? Par rapport à la Turquie, ça dépend du niveau de relation qui existe entre les deux pouvoirs. La Turquie actuellement, elle est économiquement... On est à 7 milliards, 7,7 milliards d'échanges économiques et Rizig ce matin parle de 10 d'ici quelques années. 10 milliards d'échanges, dans quel sens? Est-ce qu'il y a une balance économique, une balance commerciale entre la Turquie et l'Algérie? Vous voulez dire 5 milliards qui sortent, 5 milliards qui rentrent? Je ne pense pas. C'est 10 milliards peut-être qu'on a 9 milliards qui sortent. Je ne veux pas dire des bêtises, je n'ai pas consulté les chiffres, mais quand vous parlez de 10 milliards, ils vont dans quel sens? Est-ce qu'ils vont d'Alger vers Ankara ou c'est le contraire? Est-ce qu'on gagne la devise avec eux ou on perd de la devise avec eux? Est-ce qu'on gagne du savoir-faire ou on n'en gagne rien du tout? C'est ça le problème. L'Algérie est un pays à construire. Qu'il soit avec les Européens ou les Turcs ou les pays du Moyen-Orient ou les Américains, nous devons faire nos calculs. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va investir pour gagner? Gagner le savoir-faire, gagner en technologie, gagner... Parce que pour le moment, nous sommes en train d'acheter pour nous nourrir, pour
pour assurer une certaine suffisance alimentaire et une certaine suffisance en matière de produits pharmaceutiques, de pièces détachées, etc. Mais qu'est-ce qu'on gagne en faisant? Et le risque avec la Turquie, c'est le même risque qu'on avait vécu avec les Émiratis et le Qatar. Sur plan, eux, ils savent que les Turcs ne pourront pas avoir une influence économique en Algérie sans avoir une influence politique sur le pouvoir algérien. Ils savent qu'ils ne pourront pas avoir une influence politique sur le pouvoir algérien tant que les frères musulmans n'arrivent pas au pouvoir. Donc, Ankara, la Turquie, ils ont un agenda. Un agenda, c'est de placer leurs pions au sein de la présidence et dans les institutions et d'en faire un État gouverné par le Coran des frères musulmans, auquel Coran appartient Erdogan. Donc, il faut voir la Turquie pas avec des lunettes roses. Il faut analyser en profondeur les impacts de nos relations à venir et présentes. Qu'est-ce qu'ils font les Turcs maintenant? Qu'est-ce qu'ils font les Turcs en Algérie? Ils ont investi dans la métallurgie. Et ils prennent le gaz gratuitement, ils utilisent. Mais est-ce qu'on peut savoir combien ils produisent, combien ils exportent, c'est quoi la quote-part des Algériens? On ne connaît rien du tout. Les journalistes algériens n'ont pas le droit d'accès à l'information. C'est le premier principe. Donc, comment voulez-vous qu'on analyse quelque chose qui est flou? On n'a pas d'information, rien. Combien de milliards de dollars que la Turquie a ramené de sa caisse vers l'Algérie? Combien de milliards de dollars la Turquie a pris des banques algériennes? Et combien, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, combien on en gagne? C'est ça, les questions sont très simples. Maintenant, Tebboune, il est allé à Ankara. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce qu'il a pris avec lui des hommes d'affaires algériens qui vont y aller investir en Turquie? Je ne pense pas. Parce qu'on n'a aucune technologie à exporter. On ne peut rien faire en Turquie. Nous sommes en train de créer un lien de dépendance avec la Turquie. Comme nous avions créé des liens de dépendance avec les autres pays comme le Qatar et les Émiratis, et les conséquences, on les connaît. Les conséquences, on les connaît. Les Émiratis, les Qataris, comment s'appelle, les Saoudiens et tout ça, eux, ils exportent les dollars algériens dans leur pays. Ils leur envoient quelques miettes pour construire des mosquées. Est-ce qu'ils ont construit des usines? Non. On en voit aujourd'hui dans tous les quartiers, dans tous les villages, chaque mètre carré, il y a une mosquée. Et c'est qui les a construites? C'est l'argent qui vient de l'extérieur. Merci. Financement extérieur. Voilà un peu le... Merci Kemal. Je rappelle juste que Abdelmajid Tebboune était accompagné d'une délégation donc, des ministres et des hommes d'affaires aussi. Merci Kamal Moktfi, merci à Issa Rahmoun, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.